c'est bien le domaine sur lequel, ayant le sentiment de m'être toujours trompé dans le passé, je m'abstiendrai soigneusement de faire des prévisions dans l'avenir. Mais enfin, je ne peux pas dire que je me sens particulièrement à mon aise dans le siècle où le hasard m'a fait naître, et que la manière dont il évolue ne me donne pas à penser que, sinon moi-même, mes descendants s'y sentiront davantage à leur aise que moi. Nous en avons déjà parlé à 2 ou 3 reprises. J'ai le sentiment qu'un monde qui tend à devenir surpeuplé, là même d'ailleurs où il ne l'est pas encore, parce que la densité même de la population se trouve démultipliée par l'accélération des moyens physiques de communication et des moyens intellectuels de communication. Enfin, fait que nous avons tendance à devenir de plus en plus des consommateurs, et des consommateurs boulimiques des richesses qui nous entourent, qu'il s'agisse des richesses concrètes de l'univers et que nous détruisons en les consommant, ou des richesses intellectuelles que nous absorbons avec une intensité, une rapidité beaucoup plus grande que nous ne parvenons à les renouveler. Enfin, il nous faut toujours un musée imaginaire, et le fait que l'expression soit née de notre temps est significatif, qu'il nous faille à chaque seconde avoir à notre disposition tout le capital intellectuel que l'humanité s'est trouvée avoir produit dans toute son étendue depuis son origine, et que ça nous suffise à peine pour nos besoins, me semble inquiétant pour un avenir qui, enfin dans la perspective où je me place, exigerait bien davantage cet équilibre entre, disons, la communication et la non-communication qui a été le caractère des grandes époques créatrices. Nous nous posons constamment le problème d'établir de meilleures communications entre les hommes, peut-être aussi une certaine surdité est-elle féconde du point de vue de la création véritable. Les grandes époques ont été celles où les hommes communiquaient suffisamment pour pouvoir se féconder réciproquement, et où en même temps la communication se trouvait freinée et ralentie de manière assez substantielle pour qu'ils puissent tirer pleinement profit des avantages de la communication proprement dite. Enfin, un monde où les lettres mettaient plusieurs semaines à se parvenir, était un monde peut-être mieux équilibré que celui où nous vivons aujourd'hui. Mais cela, c'est tellement subjectif. Ça tient tellement à des raisons de tempérament, d'histoire personnelle, de caractère, que je crois que nous sommes tout à fait en dehors de ce qu'on peut demander à un homme de recherche de dire. Là, il retourne à la biographie, à l'autobiographie par laquelle nous avions commencé, et il s'écarte tout à fait des raisonnements plus solides qu'il essaye de faire, non pas du tout sur un avenir qu'il est incapable de prévoir, mais sur les matériaux beaucoup plus modestes sur lesquels il travaille et dont il essaye d'extraire quelques parcelles de vérité. Après 1972, le fondateur de l'anthropologie structurale a continué à appliquer sa méthode, toujours en ethnologie, mais aussi à l'art et à la littérature, analysant les grands maîtres qu'il ne cesse de célébrer, mettant au jour l'ordre secret qui gouverne leurs œuvres. Il publiera en particulier La Voix des masques, Le regard éloigné, La potière jalouse, De près et de loin,
Histoire de lynx. Regardez, écoutez, lire.